Merci, Maître McKinsey, pour avoir accepté de nous offrir cette séance aujourd'hui. Je vais commencer par dire également bonsoir à tous les participants, tous les membres, et je vous remercie déjà d'avoir accepté de vous rendre disponible pour venir partager l'information de cette séance. Alors, je vais mentionner que nous commençons aujourd'hui la première séance d'une cohorte de 12 séances d'information que nous avons eues grâce au programme Nouveaux Horizons pour aînés offert par le gouvernement du Canada. Alors, celle-ci, c'est la première. Nous aurons une séance chaque mois pendant les 11 jusqu'en mars 2024. Alors, nous aurons au moins un intervenant chaque séance qui viendra un peu nous parler de certains enjeux qui nous préoccupent bien. Les thèmes ont été bien choisis et sont des thèmes vraiment instructifs et éducatifs pour nos membres. Alors, je ne vais pas trop garder la parole, c'est juste pour vous remercier davantage, remercier encore pour avoir accepté de venir écouter, de venir partager l'information. On dit toujours que lorsqu'on a l'information, surtout pour nous les immigrants, on peut mieux préparer l'avenir. Lorsqu'on manque de l'information, on est handicapé. Donc, je vous félicite déjà. Je vous félicite en plus pour avoir accepté d'être présent aujourd'hui et aller bonne séance à tout le monde. Merci Henriette. Maintenant, Maître McKinsey, vous avez la parole. D'accord, merci. Merci pour la parole. Merci à tous les participants d'être là aujourd'hui. Je ne sais pas quel temps il fait respectivement là où vous êtes, mais bon, le temps commence à se faire beau. Donc, alors moi, mon nom c'est Guy McKinsey. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. C'est là que je suis né, puis que j'ai fait ma scolarité jusqu'à obtenir mon diplôme en droit. Et quand je suis arrivé, j'ai eu quelques années de pratique là-bas. Et quand je suis arrivé ici au Québec, j'ai choisi de devenir notaire. Et donc, j'ai dû refaire une bonne partie du parcours académique pour avoir l'équivalent du baccalauréat en droit au Québec. Ça, j'ai fait à l'Université de Montréal. Et ensuite, comme c'est prévu, après le bac, on fait toujours une maîtrise en droit. C'est une des conditions pour pouvoir accéder à la profession de notaire. Donc, j'ai fait ma maîtrise en droit notarial à l'Université d'Ottawa. Et j'étais assermenté en 2019. J'ai exercé quelques mois à Montréal. Et ensuite, je suis venu ici où je suis en ce moment, c'est-à-dire à Sept-Îles, c'est sur la côte nord du Québec. Et c'est là que j'ai ouvert mon bureau, ça fait 3 ans, un peu plus que 3 ans. Donc le travail que je fais, je suis notaire en pratique privée, je travaille seul. Donc pratique privée, c'est-à-dire que je fais essentiellement les transactions immobilières, les testaments, mandats, on va en parler aujourd'hui, l'accompagnement pour la liquidation des successions. Et là, maintenant, je suis en train de me réorienter pour pouvoir aussi faire de la médiation. La médiation pour les petites créances et la médiation familiale. Donc ça, c'est quelque chose que je vais commencer là dans les mois qui viennent. Enfin, les mois qui viennent, voilà, c'est vraiment en chantier. Donc voilà pour la présentation. Aujourd'hui, il m'a été demandé de prendre parole pour que nous réfléchissions ensemble sur le droit des aînés. Initialement, on avait, dans l'information qui a été envoyée, on avait mentionné le droit des aînés au Canada. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment parler de la situation du Québec. C'est sûr que le Québec a quand même une législation particulière par rapport aux autres provinces de la Common Law, par rapport au reste, on va dire, du Canada. Mais les outils dont je vais parler, il y a des équivalents, en gros. Il y a des équivalents dans les provinces de la Common Law, mais je ne pourrais pas trop m'aventurer là-dessus parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise.
Et c'est sûr qu'il y a des principes qui peuvent être similaires, mais les procédures, les formalités sont différentes. Il y a des choses qui peuvent être permises ici qui ne le sont pas ailleurs. Donc, on va pouvoir partir de la situation du Québec. Pour ce qui concerne le droit qui peut s'appliquer dans les provinces en dehors du Québec, je sais qu'il y a eu une conférence qui avait déjà été donnée sur, sur le même thème par un avocat d'Alberta, il me semble. Donc, je crois qu'elle est disponible. On peut toujours aller, la regarder de nouveau pour se rafraîchir la mémoire. Donc, comme je vous disais, on va parler du droit des aînés, au Québec. La première chose par laquelle j'aimerais commencer, c'est de vous dire que l'information qui va être échangée aujourd'hui, c'est vraiment une présentation générale. Donc, c'est pas un avis juridique, c'est pas un conseil juridique, c'est vraiment une information de nature générale qui est fournie et que pour les cas particuliers, si vous avez vraiment un besoin précis, je vous recommande fortement d'aller consulter un avocat ou un notaire. Il m'est arrivé une fois dans une présentation, quand je disais cela, quelqu'un a dit « Ok, moi j'ai une question personnelle, je vais la poser, vous êtes notaire, vous allez me répondre. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Là. Je ne peux pas donner de consultation publique, malheureusement, ou heureusement. Alors aujourd'hui, pour traiter la question du droit des aînés, je vous propose qu'on analyse un certain nombre d'outils, parce qu'on peut aborder la question sous différents angles. Mais ce que je vous propose qu'on regarde aujourd'hui rapidement, c'est la question du testament, la question de la procuration, la question du mandat de protection en cas d'inaptitude, et aussi la question de la tutelle au majeur, c'est-à-dire la tutelle qui peut être prononcée pour les aînés. Alors, pour aborder ces questions, j'aimerais juste qu'on précise quelques mots qui vont revenir assez souvent dans la présentation aujourd'hui. Comme ça, au moins, on part tous du même pied en sachant de quoi nous parlons quand on va commencer à utiliser ces expressions-là. Le premier mot qui va être beaucoup utilisé, c'est le mot de mandant. Donc, le mandant, c'est vraiment la personne qui donne à une autre personne le pouvoir de la représenter. C'est-à-dire, si on se remet dans le contexte de notre échange de cet après-midi, vu qu'il s'agit des aînés, donc le mandant, ça va être vraiment, on va dire, pour simplifier les choses, ça va vraiment être l'aîné qui donne le pouvoir à quelqu'un d'autre de le représenter. Alors le mandataire, ça va être la personne qui reçoit ce pouvoir de représentation. J'ai mis entre parenthèses digne de confiance parce que le mot confiance, ça va être vraiment le maître mot dans les outils qu'on va voir aujourd'hui, parce que lorsqu'une personne n'est plus en mesure de prendre des décisions pour elle-même, que ce soit pour administrer ses biens ou pour gérer sa propre personne, et qu'il faut confier ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre, il faudrait que cette personne, ce soit vraiment quelqu'un en qui elle a pleinement confiance pour s'assurer que cette dernière, le mandataire, va pouvoir agir en respectant les intérêts du mandant, donc de l'aîné. Il y a le mot testateur. Bon, ça, c'est des mots qu'on connaît, mais le testateur, c'est la personne qui fait le testament. Puis le légataire, c'est la personne qui bénéficie d'une libéralité, d'une donation à travers un testament. Donc, quand on fait un testament et on dit « moi, je veux laisser mon bien à telle personne ou tel bien à telle personne ben, », cette personne-là devient légataire. Il y a trois types de légataires, mais bon, on ne va pas entrer dans les détails. Je voulais juste, pour commencer, qu'on puisse avoir ces mots-là à l'esprit, parce que je vais souvent les utiliser dans la présentation. Donc, on sait que le mandant, c'est la personne qui donne le pouvoir. Le mandataire, c'est la personne qui reçoit le pouvoir de représenter le mandant. Puis, le testateur, c'est celui qui fait le testament. Et le légataire, c'est celui qui reçoit un bien par un testament. Donc, comme on avait dit, la première chose dont on allait parler rapidement, ce serait le testament. Alors, dans ma présentation, vous allez voir pour des raisons pratiques,
parce que j'ai voulu qu'on ait la possibilité de comparer les différents éléments, les différents outils que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc le testament, la procuration, le mandat de protection et la tutelle. Alors je vais utiliser une sorte de grille qui va permettre de faciliter la comparaison entre les différents outils et, je l'espère, qui pourrait mieux nous aider à comprendre chacun de ces outils-là. Donc la grille que je vais utiliser, c'est, j'ai mis des genres de questions. C'est-à-dire c'est qui agit, c'est qui prend l'initiative pour ce document. Comment, c'est-à-dire c'est quoi les formalités, comment est-ce que le document va être réalisé, et en faisant quelques petites observations. Ensuite, j'indique quoi, c'est-à-dire là, sous cette colonne-là, je vais parler du contenu de ce document-là. Et puis, pour la dernière colonne, c'est quand, c'est pour indiquer à partir de quel moment est-ce que ce document-là peut produire ses effets, et éventuellement à partir de quel moment est-ce qu'il arrête de produire les effets. Donc ça va être vraiment la grille qui va nous accompagner pour pouvoir approcher les outils que je vous propose de voir aujourd'hui. Donc on va commencer avec le testament. Ben, le testament, on le sait tous, c'est vraiment le document par lequel une personne, pendant qu'elle est encore en vie, décide à qui elle va, en gros, simplifie, à qui elle va donner ses biens quand elle ne sera plus là, et on en profite aussi pour organiser d'autres questions, par exemple, c'est les funérailles, par exemple, s'il y a des enfants mineurs, ça va être qui va s'en occuper, etc., etc. Donc, à l'origine, c'est un document qui est confidentiel et qui est rédigé par la personne qui veut pouvoir faire des legs, comme on les appelle. Et comment est-ce qu'on rédige ce document-là? La loi reconnaît la possibilité. Il y a 3 formes de testament. Donc, il y a le testament holographe, celui qu'on écrit soi-même. On n'utilise pas des outils technologiques, donc on ne va pas utiliser l'ordinateur. On va écrire tout de sa propre main et qu'on signe sa valeur de testament. Ce document-là a valeur de testament. Il y a aussi le testament qu'on fait devant 2 témoins majeurs qui vont signer pour confirmer qu'ils ont vu le testateur signer ce document-là. Et il y a aussi le testament notarié, donc c'est celui qui est fait devant le notaire au Québec. La différence entre ces 3 testaments, l'une des différences entre ces 3 testaments, c'est que le testament holographe, celui qu'on écrit soi-même de sa propre main, le testament devant témoin, ces testaments-là ne prennent pas directement effet. Il va falloir qu'ils soient vérifiés. Il y a une procédure qui doit être faite pour la vérification pour s'assurer que ce testament, c'est le bon, c'est le dernier, avant qu'il n'entre en vigueur. Tandis que le testament qui est fait devant le notaire, lui, c'est un testament qui est authentique. On n'a pas besoin de faire la preuve de son contenu. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on a la confirmation que c'est le dernier testament qui a été fait par la personne, on va l'appliquer. C'est-à-dire que tout ce qui est contenu dans ce testament-là va être appliqué. Donc, vous aurez compris que, puisqu'il y a une vérification à faire, ça signifie qu'en termes de procédure, ça prend du temps, puis en termes de coût, finalement, ça va coûter beaucoup plus cher que de faire un testament devant le notaire de son vivant. Alors, il y a une autre forme de testament qui est de moins en moins, qui existe de moins en moins, mais c'est encore possible de le faire. C'est qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles se marient, font un contrat de mariage, ou des personnes qui font un contrat de vie commune lorsqu'elles ne sont pas mariées, des conjoints de fait, qui peuvent se faire des donations. Donc, à l'occasion de ce contrat-là, pour qu'ils organisent leur vie commune, ils peuvent mettre une clause pour dire qu'au décès, les biens vont aller aux survivants. Donc, les 2 époux se donnent mutuellement ces biens-là. Alors, cette clause-là, elle a aussi une valeur de testament, parce qu'elle permet à des personnes de décider à qui les biens vont être attribués à leur décès. Mais comme je vous dis, c'est une chose qui se fait de moins en moins, mais il faut savoir que c'est des clauses qui ont une valeur de testament. Encore que lorsque les personnes ont fait ce genre de clause dans leur contrat de mariage,
si l'un des époux ou l'un des conjoints unis civilement décède, alors en ce moment-là, c'est sûr qu'il va falloir qu'il refasse un autre testament parce que cette clause-là ne s'applique plus étant donné que la personne à qui elle avait donné est décédée. Et cette clause-là ne s'applique que pour les personnes qui sont mariées ou qui sont unies civilement. Donc les conjoints de fait, cette clause-là, ça va être un peu compliqué pour qu'elle s'applique. Mais en gros, je voulais simplement le mentionner pour dire que ça existe, mais vraiment, s'il faut retenir quelque chose de la manière dont on fait les testaments, c'est vraiment les trois formes que je vous ai dit, holographe, écrit de la main, soi-même, devant témoin et devant notaire. Ensuite, comme je vous disais tantôt, je ne vais pas revenir dessus, mais enfin, j'avais déjà dit un mot, c'est quoi qui est dans le testament? Ben, on dit à qui on donne les biens, c'est-à-dire qu'on va désigner les légataires, les personnes à qui on donne les biens. On va désigner le liquidateur, la personne qui va être en charge de gérer la succession, d'administrer la succession, de faire l'inventaire, de payer les dettes, y compris les derniers impôts, et aussi de pouvoir partager les biens aux différentes personnes à qui les biens sont donnés. Et dans le testament, on peut aussi également prendre des dispositions pour les enfants mineurs, s'il y en a, pour dire ça va être qui va s'en occuper. On peut aussi, on indique aussi des dispositions pour les funérailles, si on a des volontés particulières pour les funérailles, on l'indique également dans le testament. Et on se prononce aussi si on est en faveur ou pas du don d'organes. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on met dans le testament. Alors, le cas, j'aimerais juste à ce stade qu'on retienne principalement que le testament, c'est un document qui prend effet au décès de la personne, contrairement aux autres documents que nous allons voir tantôt. Et s'il n'y a pas de testament, bien évidemment, ça va être la loi, le Code civil du Québec, qui va dire à qui les biens vont être donnés et dans quelle proportion. La loi a déjà prévu les catégories d'héritiers avec différents ordres d'héritiers et les proportions dans lesquelles ils vont recueillir les biens. Donc ça, c'est un aperçu que je voulais vous donner sur le testament pour qu'on puisse maintenant passer sur l'outil suivant, le deuxième outil qui est la procuration. Pour la procuration, la personne qui fait la procuration, dans notre cas aujourd'hui, on va dire que c'est l'aîné qui va rédiger la procuration pour pouvoir donner le pouvoir, enfin, pouvoir donner à son mandataire les prérogatives nécessaires pour le représenter, puis pour agir à sa place. Alors, comment est-ce que ce document peut être fait? Il peut être fait soit devant un notaire. Comme vous savez, le notaire, c'est un juriste, donc l'un des avantages de tous les documents qu'on va examiner aujourd'hui, c'est que les personnes qui se réfèrent au notaire ou à l'avocat ont l'avantage de pouvoir bénéficier des conseils de droit. Donc ça, c'est vraiment un des avantages qu'il y a à faire ces documents devant les professionnels du droit, en particulier devant le notaire qui va donner justement à ces documents-là la force qui fera en sorte que ce qui est contenu dans ces documents ne peut pas être contesté parce que c'est un document qui est authentique, qui est notarié. Bon, donc la procuration peut être faite devant notaire, mais elle peut aussi être faite, comme on dit, sous seing privé, c'est-à-dire qu'il existe différents types de procuration. La procuration peut être une procuration spécifique, c'est-à-dire qu'on va donner le pouvoir à une personne pour agir, pour poser un acte précis ou une série d'actes précis. Par exemple, on peut dire, l'aîné peut dire, je demande à ma fille je lui donne la procuration pour qu'elle puisse, par exemple, me chercher
une résidence, où est-ce que je pourrais vivre, si elle commence à avoir des pertes d'autonomie, etc. Donc là, c'était vraiment une procuration qui est spécifique, mais elle peut aussi être générale. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, l'aîné peut dire, je donne le pouvoir à ma fille d'administrer mes biens, d'accéder à mes comptes, de faire des chèques, enfin de payer mes factures. Donc ça peut être une procuration beaucoup plus large que simplement une activité précise ou une série d'activités précises. Alors c'est là que vient la possibilité de faire des procurations sous seing privé. Par exemple, on peut, en s'adressant à son institution financière, faire une procuration à quelqu'un pour que la personne ait accès au compte, qu'elle puisse pouvoir qu'elle puisse pouvoir émettre des chèques, qu'elle puisse pouvoir faire des paiements à partir du compte, etc. Donc ça, c'est une procuration qui est sous seing privé, c'est pas fait devant un notaire, c'est fait avec la banque, puis les banques, elles ont leur formulaire, etc. Il y a aussi au Québec l'autorité des marchés financiers qui a même déjà fait un modèle de procuration qui est disponible sur leur site internet, dont on peut s'inspirer pour donner des procurations. Ou on peut aussi, il y a aussi des procurations qui sont à la Société automobile du Québec, d'assurance automobile du Québec, où il y a des procurations, par exemple, pour vendre un véhicule, etc. Donc ça, c'est vraiment je donne ces exemples juste pour indiquer que on peut faire une procuration devant le notaire, tout comme on peut le faire sous seing privé. Et il existe des procurations spécifiques qui peuvent être utilisées avec d'autres professionnels, comme les banques ou par exemple, dans le cas de la Société d'assurance automobile du Québec aussi. La procuration, elle peut être révoquée à tout moment. Vous comprenez que quand on donne une procuration à quelqu'un, surtout si c'est une procuration générale, c'est vraiment, on lui donne la possibilité d'agir vraiment pour notre compte, d'où l'importance, comme je disais déjà au début de la présentation, de s'assurer qu'on est vraiment en présence d'une personne de confiance et puis qu'on s'assure que cette personne-là va veiller vraiment à nos intérêts et qu'elle ne va pas entrer dans des conflits d'intérêts, profiter, etc. Qu'on n'entrerait pas dans des situations d'exploitation ou d'abus envers les aînés, là, comme dans ce cas-ci. Alors, une petite observation que j'aimerais faire, c'est que probablement certains d'entre vous ont déjà entendu parler du mandat domestique. Alors, le mandat domestique, ça, c'est vraiment le pouvoir qui est reconnu par la loi entre les conjoints, qui fait en sorte que l'un des conjoints peut, par rapport à des tiers, par rapport à d'autres personnes, engager l'autre conjoint dans un sens. C'est-à-dire que, par exemple, si il y a je ne sais pas, il y a un service à demander à la maison, un électricien ou un plombier, si monsieur le fait venir pour qu'il travaille, ben on peut présumer qu'il y a ce mandat domestique qui fait en sorte que le plombier pourrait considérer que madame est d'accord et puis éventuellement demander à ce que le paiement se fasse ou par monsieur ou par madame. Donc ça c'est vraiment dans un contexte dans le cadre conjugal pour les activités, pour la vie de tous les jours du ménage. C'est dans ce contexte-là qu'on parle de mandat domestique. C'est donc différent du contrat, de la procuration qui est un contrat dont on est en train de parler, en ce moment. Alors, la procuration, c'est quoi le contenu? Donc, on donne les pouvoirs au mandataire de gérer les biens et de prendre un certain nombre de décisions qui peuvent concerner la personne elle-même, comme l'exemple que je donnais tantôt de chercher une résidence pour une personne âgée, etc. Précision importante, le mandant, c'est-à-dire la personne qui fait la procuration, il garde le pouvoir d'agir seul. Ce n'est pas parce qu'il a fait une procuration ou parce qu'elle a fait une procuration qu'elle n'a plus le droit de poser elle-même l'acte pour lequel elle a donné une procuration. Donc,
la personne qui reçoit la procuration, le mandataire, il ne substitue pas totalement le mandant, celui qui a fait la procuration. Donc, il conserve quand même le droit de pouvoir poser lui-même les actes pour lesquels il a donné la procuration. Alors, dans la rubrique « Quand », la procuration, elle s'applique du vivant de la personne qui donne cette procuration. Elle prend effet immédiatement, donc il n'y a pas de formalité supplémentaire pour pouvoir, il n'y a pas de, on ne va pas en justice pour l'homologuer, etc., comme on va voir tantôt pour le mandat de protection. Elle prend effet directement et elle va prendre fin si jamais la personne qui a donné la procuration décide de le révoquer, de changer d'idée, de retirer la procuration, ou si jamais il y a une homologation, s'il y a une aptitude et qui fait en sorte que la personne est placée sous un régime de protection, ou s'il y a un décès, ou s'il y a une faillite, alors en ce moment-là, la procuration peut prendre fin. La procuration, entre les personnes physiques, on présume qu'elle est faite à titre gratuit. Bon, on peut prévoir une possibilité d'être rémunérée, mais la présomption, donc le principe, ce serait que la procuration se fait à titre gratuit. Et ensuite, j'aimerais dire un petit mot sur les pouvoirs qui sont donnés. Généralement, dans le droit, on fait une différence entre les pouvoirs de simple administration ou de pleine administration. En gros, pour que ce soit plus facile à retenir, on va dire que les pouvoirs de simple administration, c'est vraiment les pouvoirs qui permettent à quelqu'un de poser des gestes pour conserver la chose, pour conserver un bien, alors que le pouvoir de pleine administration, ça peut aller au-delà, c'est même poser des gestes qui peuvent permettre à ce que le bien, qu'on puisse fructifier le bien, qu'on puisse par exemple faire des investissements, etc. Contrairement à la pleine administration où il s'agit en gros de conserver le bien, de s'assurer que le bien ne disparaisse pas. Alors le mandataire a des obligations, il doit agir avec prudence, avec diligence, avec honnêteté, il doit être loyal, il ne doit pas se mettre dans une situation de conflit d'intérêts. Il n'est pas personnellement tenu envers les tiers. Ça veut dire que normalement la personne qui est tenue, qui s'engage, c'est envers d'autres, qui doit payer. C'est vraiment le mandant, c'est vraiment la personne qui fait la procuration. Normalement, la personne, le mandataire, n'est pas tenu sauf si il dépasse les pouvoirs qui lui ont été accordés. Alors en ce moment-là, le mandant peut dire, écoute, je ne t'ai pas donné le pouvoir d'aller aussi loin, vu que tu es allé aussi loin, ben, c'est à toi de payer les conséquences du fait que tu as dépassé le pouvoir que je t'ai confié. Et le mandataire, il rend des comptes à la fin. Donc, lorsqu'il a fait il a accompli sa tâche, il rend des comptes, au mandant. Alors, on va passer à l'outil suivant, c'est l'inaptitude. Alors, il y a quand même quelques chiffres qui circulent. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'ils sont encore bons, mais je me souviens qu'il y a quelques années, on disait que une personne sur 3 au Québec, si pas plus, ou au Canada, je ne sais plus très bien, fera face à une situation d'inaptitude, c'est-à-dire à une situation dans laquelle elle ne peut plus prendre des décisions pour administrer ses biens ou pour elle-même, pour administrer sa propre personne, pour consentir aux soins, pour la vie de tous les jours, etc. Donc, les causes qui sont à l'origine de l'inaptitude sont nombreuses. Ça peut être des chocs, comme l'a indiqué là, violents à la tête, ça peut être des accidents, ça peut être des maladies dégénératives comme l'Alzheimer, ça peut être une déficience intellectuelle, ça peut être aussi simplement l'effet de l'âge qui conduit progressivement à ce qu'on
on n'est plus en mesure de prendre des décisions pour soi-même, alors c'est en ce moment-là qu'intervient l'importance du mandat de protection. Alors, le mandat de protection, comme la procuration, c'est un contrat. D'ailleurs, certaines personnes, quand ils parlent de procuration, ils parlent de mandat ordinaire pour l'opposer au mandat de protection en cas d'inaptitude. Donc, ce qu'on va aborder maintenant, c'est le mandat de protection en cas d'inaptitude. Alors, ce document-là, c'est un document qui est rédigé par une personne qui est apte en prévision d'une inaptitude. Pour dire, si jamais j'arrive dans une situation où je ne suis plus en mesure d'administrer mes biens, je ne suis plus en mesure de prendre des décisions pour ma propre personne, alors en ce moment-là, je donne le pouvoir à telle personne, à ma fille, à mon filleul, à mon frère, à mon père, etc. Je donne le pouvoir à telle personne d'agir en mon nom en ce moment-là. Donc c'est un document qui est fait pendant que la personne est encore apte, pendant qu'elle a encore la possibilité de prendre cette décision-là. La manière dont on peut faire le mandat, il y a deux manières. On peut faire un mandat qui est notarié, c'est-à-dire qui est fait devant le notaire, qui est authentique, un peu comme on disait tantôt pour la procuration, ou même pour le testament. Donc on peut faire un mandat de protection qui est notarié, ou on peut faire un mandat de protection sous seing privé. Dans ce cas-là, c'est un mandat, ce mandat-là, il doit être fait devant deux témoins. Donc ces témoins-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attester qu'au moment où la personne signait son mandat, elle était apte et qu'elle a pris cette décision-là. Et on demande même, il y a même une formalité supplémentaire qui est demandée, c'est que la personne, l'un des témoins, puisse faire une déclaration sous serment pour confirmer ce fait-là. Donc, on peut le faire soit devant le notaire, soit devant témoin. Alors, une fois encore, vous allez dire que je suis en train de prêcher pour ma propre paroisse, mais une fois encore, le document, lorsqu'il est fait devant le notaire, en plus de la sécurité qui vient avec, parce que bon, une fois que c'est fait, le notaire va l'enregistrer au niveau de la chambre des notaires. On peut aussi le faire on peut aussi le faire par un avocat. Il y a aussi un registre qui est tenu par le barreau du Québec, donc ils vont aussi le faire enregistrer au niveau de ce registre-là. Et donc, comme ça, le document, il est gardé, en tout cas pour ce qui concerne le mandat de protection notariée, il est gardé dans le bureau du notaire et le notaire avise donc le registre de la chambre pour dire que tel jour, telle personne a fait le mandat de protection, de telle sorte que si jamais l'inaptitude survenait, la première chose qu'on va faire, c'est de vérifier, l'une des premières choses qu'on fait, c'est de vérifier c'était quoi, est-ce qu'il y a un mandat, puis c'était quoi le dernier mandat, parce que le mandat, comme on va le voir, la personne peut en changer au cours de sa vie, là, faire des modifications. Donc, pour me résumer, le mandat peut se faire soit devant notaire, soit devant deux témoins. Alors, contrairement à la procuration qui s'appliquait automatiquement une fois qu'elle est faite, il n'y a pas de formalités supplémentaires pour qu'elle prenne ses effets, le mandat de protection, lui, il n'entre pas en vigueur automatiquement. Il y a une procédure qu'il faut faire, qu'on appelle l'homologation, qui se fait, on peut la faire devant un notaire, mais ça se termine toujours, ou directement devant le tribunal, mais ça se termine toujours par une décision qui est rendue par le tribunal pour confirmer l'inaptitude et puis donc pour donner le pouvoir à la personne qui a été désignée, la personne ou les personnes, parce qu'on peut désigner plusieurs mandataires, pour leur donner le pouvoir de commencer à agir directement. Je voudrais juste faire un petit commentaire là-dessus parce qu'il m'est arrivé une fois de recevoir des personnes qui avaient une famille. Monsieur avait fait un mandat de protection et ensuite monsieur a commencé à développer une maladie dégénérative et
Et donc la famille, ils étaient tranquilles, ils ont dit, bon, le moment venu, s'il y a des décisions à prendre, nous savons qu'il y a qu'il y a un mandat de protection, ben, on sait que c'était plutôt sa conjointe qui était mandataire. Elle disait, bon, donc, une fois le moment venu, je vais agir et tout. Puis après, il est venu une situation où il fallait prendre une décision au nom de monsieur, il y avait des papiers à signer. Et c'est là que la famille s'est rendue compte qu'il fallait passer par la procédure d'homologation. Mais entre-temps, ils ont quand même laissé courir le temps, parce qu'ils ne savaient pas, ou parce qu'ils avaient perdu de vue, ou enfin, mais bref, la situation était telle que ce petit détail-là a fait en sorte que la situation s'est prolongée. Et bon, parce que quand quelqu'un a une maladie comme ça, connaît son proche aidant, c'est déjà assez difficile, etc. Si en plus, il vient s'ajouter des difficultés administratives et tout, ça complique encore les choses. Là. Donc, c'était une situation un peu... la situation en elle-même était assez difficile, mais le respect de cette formalité qui aurait pu être faite un peu plus tôt quand l'inaptitude avait été constatée, ça aurait facilité un petit peu les choses. Bon. Donc je vous le dis juste pour que vous sachiez que quand on fait un mandat de protection, il ne s'applique pas automatiquement et que donc quand les causes qui peuvent donner lieu à l'inaptitude surviennent, il faut bien réfléchir pour commencer directement la procédure là pour pouvoir pour obtenir cette homologation de mandat là. Donc c'est un détail et puis c'est une formalité importante. Qu'est-ce qu'on met dans le mandat? Dans le mandat de protection, en gros, il y a deux grandes parties. La première partie, c'est les pouvoirs qu'on donne sur tout ce qui concerne les biens, pour les pouvoirs pour administrer les biens. Et la deuxième partie, c'est les pouvoirs pour administrer la personne, c'est-à-dire pour gérer, entre guillemets, la personne, c'est-à-dire tout ce qui concerne le choix de la résidence, le logement, accéder au dossier médical, parfois même prendre des décisions en ce qui concerne la fin de vie. Enfin, donc il y a deux grandes parties, les biens et la personne. Puis il faut savoir aussi que certaines personnes préfèrent, puisqu'on a la possibilité de désigner plusieurs mandataires, certaines personnes choisissent de désigner un mandataire pour les biens, puis un autre mandataire pour la personne. Ça peut avoir un intérêt général pour les personnes qui sont en affaires, vu que bon, pour la gestion des biens, les gens qui ont des actions, qui ont des choses comme ça, ça prend quand même une certaine expertise. C'est pas forcément dit que les proches qui peuvent prendre soin de la personne peuvent être à l'aise avec tous les détails financiers, comptables, etc. Donc, alors à ce moment-là, on peut effectivement, les personnes peuvent choisir donc de désigner un mandataire au bien, un mandataire à la personne. Mais bon, dans ce cas-là, il faut aussi toujours s'assurer que les deux puissent collaborer et bien s'entendre pour éviter des situations où il y a des blocages qui sont dus à des désaccords entre les deux mandataires. Ensuite, le mandat de protection, il doit absolument désigner des personnes à qui le mandataire doit rendre compte. C'est une obligation qui a été mise en vigueur depuis le mois de novembre dernier, parce qu'avant, la personne qui faisait le mandat de protection, pour ceux d'entre vous qui auraient déjà fait de mandat de protection avant, c'est possible qu'avant, dans votre mandat, on n'indiquait pas des personnes à qui le mandataire doit rendre compte. Maintenant, c'est obligatoire. Il faut absolument qu'on désigne dans le document la personne à qui le mandataire va rendre des comptes. J'en profite également pour dire ici que quand je disais qu'on désigne un mandataire ou des mandataires, le document prévoit aussi des remplaçants au cas où le mandataire ne peut pas, ne veut pas, n'est plus en mesure, ou lui-même est dans une situation d'inaptitude, etc. Donc, alors en ce moment-là, on prévoit toujours des remplaçants. C'est pareil aussi pour les personnes qui sont chargées d'assurer la vérification ou des personnes à qui on va rendre, à qui le mandataire va rendre compte de son administration. Alors,
le mandat de protection, il s'applique à partir du moment où il y a l'homologation qui est faite par le tribunal. Lorsque la décision d'homologation est rendue, toutes les personnes sont informées, donc d'abord le mandataire, principalement, le mandataire ou les mandataires, la personne concernée, c'est-à-dire l'aîné qui a donné le mandat, l'aîné dans notre cas-ci, et aussi le curateur public. D'ailleurs, le curateur public, il tient un registre dans lequel on peut être capable de retracer tous les mandats qui ont été homologués pour une personne. Donc, on peut vérifier si la personne a déjà un mandat ou si elle est sous ce régime du mandat de protection. Une chose importante aussi, ça ça fait partie des modifications qui ont été faites récemment, c'est que bon, le mandataire, quand il entre en fonction, on lui demande de pouvoir faire un inventaire au moment de l'homologation, ce qui est quand même aussi avantageux pour lui ou pour elle, parce qu'il doit pouvoir rendre des comptes. Donc, ça va être plus facile si, au début de sa responsabilité, au moment où il commence à exercer sa charge, il a déjà un inventaire, et donc il pourra dire, ben, voici ce que j'ai trouvé, voici comment j'ai géré, voici les dépenses que j'ai faites, voici les décisions que j'ai prises. Ça va être plus facile pour pouvoir vérifier les tout. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne le mandat de protection. Et avant de passer au document suivant, j'aimerais dire que la procuration générale dont on a parlé tantôt, quand elle est faite devant un notaire, il est possible qu'elle soit faite dans le même document que le mandat de protection. Donc, c'est aussi possible que ce même document, ce même acte-là puisse avoir une partie une procuration générale et puis une partie mandat de protection. Alors, lorsqu'il n'y a pas de mandat de protection, ce qui arrive, c'est que quand il y a un besoin de pouvoir représenter la personne, de pouvoir protéger la personne, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment-là, on va pouvoir procéder à l'ouverture d'un régime de protection. Et moi, aujourd'hui, le régime de protection dont j'aimerais vous parler, c'est la tutelle. Dans la tutelle, il y a eu quelques changements qui ont été faits à la législation. Avant, c'était un peu comme dans la plupart des pays qui se sont inspirés du Code Napoléon, hein, comme la France, comme la Belgique, la Suisse et la plupart des pays d'Afrique francophone. Il y avait un système où il y avait différents types de protection. Il y avait un tuteur, on appelait ça le tuteur. Il y avait ailleurs ça continuait à exister, mais ici au Québec, il y avait donc le tuteur, il y avait le curateur et puis il y avait l'assistant. La différence entre les trois, ça dépendait un peu du degré de protection qui était requis. Donc le curateur, lui, vraiment, il prenait la décision, il agissait pour le compte de la personne qui était sous protection. L'assistance, c'était vraiment pour accompagner la personne dans ses actes de tous les jours. Et puis la tutelle. Au Québec, la modification qui a été faite a résulté à ce qu'on a supprimé tous les deux autres, donc la curatelle et l'assistance comme mesure de protection, pour garder uniquement la tutelle. Donc maintenant, il n'y a que la tutelle qui est gardée comme régime de protection. Et la tutelle, c'est une décision judiciaire. Tantôt, vous avez vu quand on parlait de la procuration, quand on parlait du mandat, je mentionnais qu'il s'agissait de contrat. Mais là, même si pour le mandat de protection, il y a une formalité d'homologation, mais ça reste quand même qu'au départ, c'est un contrat. Mais ici, la tutelle, c'est vraiment une décision en justice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mandat de protection, puis la personne a besoin d'une protection. Alors, on va s'adresser à la justice pour demander que cette personne soit protégée. C'est-à-dire qu'elle puisse être représentée par quelqu'un qui va agir pour elle. Et dans ce nouvel outil, la tutelle, elle est plutôt modulée. C'est-à-dire qu'il y aura la décision qui va être rendue par le tribunal va indiquer, selon la situation, selon la situation de la personne à protéger, quels sont les actes que la personne peut poser seule,
quels sont les actes qu'elle doit poser avec le tuteur, avec le concours du tuteur, ou quels sont les actes que le tuteur peut poser seul. Donc on est vraiment dans la tutelle, mais on donne vraiment une grande flexibilité à la justice de pouvoir décider en fonction de la situation concrète pour voir c'est quoi la meilleure protection, et puis ça va être déterminé dans la décision qui va être rendue, dans le jugement qui va être rendu. Vu que les causes pour lesquelles une personne peut être inapte peuvent évoluer avec le temps, on prévoit aussi un principe important qui est la réévaluation. Donc, le jugement qui va rendre la décision de tutelle va fixer aussi un délai dans lequel on peut réévaluer la situation de la personne qui est mise sous tutelle. Et en principe, sauf exception, le délai ne peut pas être supérieur à 5 ans. Et puis, pour ce qui concerne la réévaluation médicale, si c'est vraiment pour des questions médicales, des questions de santé, etc., et qu'il faut avoir l'avis des médecins, des professionnels de la santé, alors en ce moment-là, la réévaluation ne peut pas être supérieure à 10 ans si très clairement on peut voir que la situation de la personne ne va pas changer. Donc, juste, pour me résumer, ce qu'il y a à retenir à ce niveau-là, c'est que le régime de protection, c'est la tutelle, puis la tutelle, elle est modulée en fonction de la situation. On peut décider c'est quoi les actes que la personne peut poser seule, quels sont les actes qui vont requérir l'intervention du tuteur, et quels sont par contre les actes que le tuteur pourrait poser seul. Alors, qui demande la tutelle? Ben, ça peut être la personne elle-même, ça peut être toute personne intéressée, le conjoint, les tiers, des amis, etc. Ça peut être également le curateur public qui a un rôle important là-dedans. Et pour la question du comment, comme je vous ai dit, c'est une décision judiciaire, donc c'est une demande qui est faite au tribunal. Et il y a des principes très importants sur lesquels la loi a voulu insister. Premièrement, c'est que les démarches qui vont être faites et la manière dont le tuteur doit s'accomplir de sa tâche doivent absolument respecter les droits et les volontés et les préférences de la personne. C'est-à-dire que dans la mesure où la personne est capable d'exprimer ses préférences, d'exprimer ses volontés, on va vraiment privilégier cela. Hein, donc le tuteur devra également en tenir compte. Et puis, la mesure, elle est vraiment prise avec l'idée de pouvoir sauvegarder au maximum l'autonomie de la personne. Et dans le processus, on informe la personne. On dit voilà, on va ouvrir une tutelle pour vous. Donc la personne doit vraiment être informée, là, c'est un droit qu'elle a d'être informée. Parce que il faut toujours se souvenir que en principe, on est apte. C'est-à-dire qu'on veut que les personnes puissent prendre des décisions elles-mêmes tant et aussi longtemps qu'elles ont la possibilité de le faire. Donc, il ne suffira pas que quelqu'un, je ne sais pas moi, qui a oublié ses clés dehors ou je ne sais pas quoi. C'est Alzheimer. Non. Il faut vraiment que ce soit une situation où on peut établir avec des évaluations psychosociales, des évaluations médicales, que la personne est vraiment dans une situation d'inaptitude, qu'elle n'est plus en mesure de prendre ses décisions elle-même. Donc, c'est très important et c'est ça qui explique pourquoi, même lorsqu'on entre dans le régime de tutelle, ces principes-là, pour essayer de respecter autant que possible les volontés et les préférences de la personne, doivent forcément être respectés. On va essayer, dans la mesure du possible, de respecter son autorité. Alors, le contenu, c'est quoi qu'il y a dans la décision? Comme je vous ai dit, le plus important, c'est vraiment les pouvoirs qui sont attribués pour gérer les biens et puis pour gérer la personne. Et le quand, c'est à partir de quand ça s'applique, ça s'applique du vivant de la personne, contrairement au testament qui, lui, prend effet lorsque la personne est décédée, et lorsque la personne est inapte et que donc le jugement est rendu, alors en ce moment-là, la tutelle commence à prendre ses effets. Et comme c'est le cas aussi pour le mandataire, dans le cas d'un mandat de protection, le tuteur et son remplaçant peuvent aussi être changés là, en fonction de la situation.
Ce que j'ai mis ici, c'est vraiment juste pour montrer l'importance que la loi accorde à l'idée de garder, de s'assurer que la personne a son autonomie et qu'on respecte ses préférences et ses volontés. Donc j'ai mis un certain nombre d'éléments qui montrent que même lorsque la personne est sous tutelle, elle a quand même un certain nombre de droits qu'elle a. Elle doit être consultée, elle a le droit de prétendre vivre dans les mêmes conditions que celles qui existaient au moment de l'ouverture, dans la mesure où elle en a encore les moyens, et puis elle peut même demander le remplacement du tuteur si ce dernier ne respecte pas ses responsabilités. Mais j'aimerais aussi ajouter deux autres petits éléments qui sont comme, en fait, des nouveautés dans la législation ici. Le premier, c'est la représentation temporaire. Alors, cette représentation temporaire, c'est une décision de justice, un peu comme la décision pour la tutelle, qui est demandée par toute personne intéressée. Et cette décision de justice, enfin, ce qui est particulier, ce qui est propre à cet outil, c'est que le représentant, il est désigné pour poser un acte déterminé. C'est vraiment un acte ponctuel dans l'intérêt du majeur. Il ne s'agit pas de commencer à organiser l'administration des biens, etc. Mais c'est vraiment une chose précise qu'il doit pouvoir accomplir. Et donc, on a prévu ce mécanisme de représentation temporaire. Et bien évidemment, il prend fin, bon, une fois que l'objet pour lequel il a été donné a été accompli, donc il prend fin. Quand il y a une ouverture de tutelle, quand il y a une homologation de mandat ou quand il y a un décès, bien évidemment, cet outil de représentation temporaire prend également fin. L'autre élément dont je voulais vous parler, c'est l'assistant au majeur. Alors, l'assistant au majeur, vous voyez, j'ai mis en rouge que c'est une décision administrative, contrairement aux autres qui sont des décisions de justice. L'assistant au majeur, c'est une décision administrative parce qu'elle n'est pas demandée en justice, elle est vraiment demandée au curateur public. Le curateur public, c'est un organe administratif ici au Québec qui est justement chargé de veiller au bien-être des personnes qui en ont besoin, y compris donc les personnes qui sont dans une situation d'inaptitude. Et donc, c'est vraiment au curateur public que la demande est faite pour qu'on puisse désigner un assistant à un majeur, bon, donc dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse cet après-midi, à une personne aînée. Alors, le contenu, et c'est ça qui va faire la différence avec les autres outils, c'est que l'assistant, c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire pour la personne. Hein? Donc, c'est pas véritablement un régime de protection comme peut l'être quelqu'un qui est sous un mandat de protection ou quelqu'un qui est sous tutelle, mais c'est vraiment une personne qui est mise, j'allais dire mise à la disposition, c'est peut-être pas la bonne expression, mais vraiment quelqu'un qui accompagne le majeur ou l'aîné pour pouvoir poser un certain nombre d'actes dans sa vie en raison de son inaptitude. Et donc, cette mesure, elle prend fin lorsqu'il y a une tutelle qui est ouverte, elle prend fin lorsqu'il y a une homologation de mandat, lorsqu'on désigne un représentant temporaire, comme je disais tantôt, ou même le curateur public peut décider, la loi lui donne ce pouvoir-là, peut décider de mettre un terme à l'office ou au service de cet assistant. Si par exemple, ils craignent qu'il y a un risque qu'on cause un préjudice au majeur, donc on peut y mettre fin. Puis le majeur, l'aîné aussi lui-même, peut décider de demander qu'on mette fin à cet outil. C'est ce qui met fin à ma présentation aujourd'hui. Je sais que j'ai peut-être donné plusieurs informations en même temps, etc. Donc, on va prendre le temps pour les questions. Et comme ça, on va pouvoir échanger. Bon, à la fois les questions, mais aussi
le partage d'expérience, parce que bon, il y a certainement des personnes, certains d'entre vous qui auraient des choses pertinentes à nous dire en rapport avec l'échange que nous venons d'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pourrais dire un petit mot sur un élément que j'avais également prévu de mettre dans la conversation. Ce sont les directives médicales anticipées. Dans certaines situations, certaines personnes parlent de testament biologique, etc. Mais bon, le mot consacré, l'expression consacrée, c'est plutôt directive médicale anticipée. Ces directives médicales anticipées, c'est vraiment un document qui est fait qu'une personne fait pour accepter ou refuser des soins dans certains cas précis. Et il y a en particulier un type de soins précis sur lequel ces personnes la personne peut annoncer si elle va accepter ou refuser d'avoir ces soins-là. Ce document peut être fait devant un notaire, mais ça peut aussi être fait sous sein privé. Il y a un formulaire que la Régie d'assurance maladie met à la disposition du public là, sur son site internet, qui peut être signé avec 2 témoins majeurs, et on envoie ce document-là, que ce soit celui qui est fait devant le notaire ou le formulaire, on l'envoie au niveau de la Régie d'assurance maladie, et là ils ont un registre dans lequel il y a tous ces documents-là, donc les directives, les DMA, là, donc les directives médicales anticipées. Et là, évidemment, on entre dans un domaine médical, ce n'est vraiment pas ma spécialité. J'espère que dans la salle, il y a des professionnels de la santé qui pourront éventuellement nous donner des détails là-dessus. C'est quoi qui est prévu dans ce document-là? Comme je vous disais, dans le document, la personne peut dire « j'accepte » ou « je refuse » les soins dans certains cas. Quelles sont ces conditions-là? La première, c'est lorsque la personne est dans une condition médicale qui est grave et qui est incurable, hein, qu'elle est en fin de vie, ou qu'elle est dans un état comateux irréversible, ou dans un état végétatif permanent, ou alors qu'elle est dans un cas de démence grave sans qu'il y ait une possibilité d'amélioration. Donc c'est vraiment dans ces cas-là que les directives médicales anticipées peuvent s'appliquer. Alors on va voir, puisque la personne elle est dans cette situation, elle n'est plus, on va dire, en mesure de consentir aux soins, on va pouvoir regarder dans les directives médicales anticipées quelles ont été les décisions qu'elle avait prises, et en ce moment-là, on va pouvoir les appliquer. Et les soins dont il est question, ce n'est pas tous les soins, c'est vraiment les 5 catégories de soins que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire la réanimation cardio-respiratoire. Donc la personne peut dire, bon, si je suis dans telle situation, je ne voudrais pas que vous essayez de me réanimer pour, voilà. La ventilation assistée par un respirateur ou par tout autre support technique. C'est-à-dire que lorsque, pour la respiration, elle est telle qu'il faut absolument qu'il y ait un élément technique. Les traitements de dialyse ou l'alimentation forcée ou artificielle, la personne peut dire, si je ne suis plus en mesure, écoutez, ne me forcez pas de l'alimentation, ou même l'hydratation. Donc c'est sur l'alimentation ou l'hydratation. Donc c'est vraiment dans ces cas-là que, d'abord il y a les 3 conditions qu'il faut respecter, et les types de soins sur lesquels on se prononce dans les directives médicales anticipées, ce sont ces 5 types de soins-là, et donc la personne va dire si elle accepte ou elle refuse ces soins-là. Donc ça, c'est sûr que c'est pas à proprement parler une mesure de protection, mais c'est comme un complément un peu qui rentre aussi dans le cadre du droit que les personnes peuvent avoir, en particulier les aînés, parce que généralement plus on vieillit, donc statistiquement et plus chronologiquement, on se rapproche de la mort, et donc il peut y avoir des situations dans lesquelles ce consentement aux soins peut être important, et c'est à ce moment-là qu'on fait ces directives médicales anticipées. Donc ça, c'est vraiment une sorte de parenthèse que je voulais ajouter là pour compléter là, l'échange auquel je vous invite. Maître,
J'avais une question tout au début de la présentation. Ce que je veux savoir, est-ce que la personne qui en donne la procuration a des intérêts dans la succession? Si oui, euh, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce soit faire si on a plusieurs enfants, par exemple, ou plusieurs ayants droit? Je ne sais pas si j'ai bien formulé ma question. Oui, oui, non, je comprends votre question. Euh, euh, elle peut avoir plusieurs aspects. J'espère que je vais répondre à tous ces aspects-là. Euh, la personne à qui on donne une procuration, c'est pas forcément, c'est pas forcément son enfant, c'est pas forcément un proche, un allié ou un membre de la famille ou un parent. Ça peut être une autre personne, pourvu qu'on ait confiance en cette personne, que cette personne-là soit majeure et qu'elle soit apte. Donc, c'est vraiment, on donne la procuration à la personne pour qu'elle puisse nous représenter, pour qu'elle puisse agir pour notre compte. Puis, comme je vous disais, euh, la procuration, selon qu'elle est spécifique pour un acte précis ou qu'elle est générale, la réflexion va être différente. C'est-à-dire que si vous donnez une procuration à une personne pour lui dire je ne peux plus habiter seul dans mon appartement, j'ai besoin d'un logement adapté, est-ce que vous pouvez me trouver un logement adapté? La réflexion qui va être faite pour désigner la personne va être différente si vous êtes dans une configuration où vous dites, moi, je voudrais donner une procuration générale pour que la personne puisse administrer tous mes biens, pour que la personne puisse prendre des décisions sur ma personne, etc. Donc, ce que je voulais dire, c'est que premièrement, ce n'est pas forcément le mandataire, donc la personne à qui on donne la procuration, ne doit pas forcément être un membre de famille. Ça, c'est une première chose. Puis une deuxième chose, c'est que la procuration, tout à l'heure, vous parliez de l'intérêt de la personne, etc. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, je vous remercie d'avoir posé cette question-là. C'est que l'une des responsabilités que le mandataire doit avoir, c'est que l'un des devoirs qu'il a, c'est qu'il doit agir dans le meilleur intérêt du mandant, le meilleur intérêt de la personne qui nous donne la procuration. Ça veut dire que lui ne doit pas se placer dans une situation où il y a un conflit d'intérêt entre son intérêt à lui et l'intérêt du mandant. Il doit toujours privilégier l'intérêt du mandant. Puis si jamais il y a comme un conflit d'intérêt, où il y a une zone grise, où il y a une zone d'ombre, etc., en ce moment-là, la personne qui donne la procuration peut toujours révoquer cette procuration et dire bah, c'est fini, vous n'allez plus me représenter. Ça, c'est ça que je voulais vous dire par rapport à ça. Et je voulais terminer, parce que vous avez aussi évoqué la question de la succession, je voulais terminer par rappeler que la procuration, c'est un document qui s'applique du vivant de la personne. Alors que quand on parle de succession, on se met beaucoup plus du côté du testament qui, lui, règle la situation des biens au décès de la personne, quand la personne va mourir. Ça, c'est ce que je pourrais répondre à votre question. J'espère que j'ai abordé tous les aspects que la question comprenait. Puis je voudrais me permettre aussi un autre commentaire par rapport à la procuration. Quand on donne une procuration, on va dire une procuration générale à quelqu'un, c'est une très grosse responsabilité. On met sa vie dans les mains de quelqu'un. Je dois vous avouer que personnellement, comme professionnel, il m'est arrivé des fois où on m'a demandé une procuration générale. Évidemment, j'ai appelé la personne, on a parlé, juste pour lui montrer que, bah, écoutez, si vous donnez le pouvoir à quelqu'un d'aller prendre des décisions pour votre compte, pour vous engager, pour etc., etc., il a la licence pour tout faire. C'est-à-dire il a des pouvoirs énormes. Donc, il faut vraiment tout peser, réfléchir pour voir si c'est ça qu'on veut. Il y a parfois des alternatives à la procuration. Hein. On n'a peut-être pas eu le temps de pouvoir en parler. Il y a des alternatives. Ça dépend de la situation d'une personne. Mettons qu'une personne, elle a besoin simplement de s'assurer que ses factures soient payées régulièrement parce qu'elle a des difficultés pour se rendre à la banque, elle a des difficultés pour utiliser Internet et faire ses paiements en ligne, etc.
À ce moment-là, au lieu de faire une procuration, on peut simplement dire, ben, on va à la banque et puis on dit, c'est quoi vos factures récurrentes, téléphone, loyer, Internet, etc. Ben, on s'assure que de donner, de donner l'autorisation à ce que les paiements se fassent automatiquement. Donc, il y a parfois des petites solutions comme ça qui peuvent être trouvées en fonction des besoins de la personne. Et est-ce que c'est possible de faire un prolongement par continuité en donnant à ce que la personne qui en a donné la procuration devienne l'exécuteur testamentaire si on a suffisamment confiance en la personne? Oui, absolument. C'est-à-dire que, mais là, comme je vous dis, ce sont deux rôles différents et qui s'inscrivent dans le temps, qui s'inscrivent à des moments différents. Ça peut être la même personne, oui. Il n'y a pas d'empêchement à ce que ça soit la même personne. Mais simplement, moi, j'aimerais pour préciser que même si c'est la même personne, on ne doit pas, comment dire, on ne peut pas le lier au point de penser que puisque j'ai donné une procuration à cette personne-là, il n'y a qu'elle qui naturellement devrait pouvoir être liquidateur. Non, elle peut l'être, on peut la désigner dans le testament comme liquidateur, mais ce n'est pas obligé. Mais pour répondre directement à votre question, oui, la personne à qui on donne une procuration peut aussi se retrouver dans le testament comme liquidateur. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je me permets donc de remercier Maître Guy Maguinzi pour cet exposé, ce brillant exposé très clair et qui a vraiment comblé le besoin de tout un chacun au point où on n'a pas eu assez de questions comme à l'habitude. Donc, si on va, la séance est enregistrée et on va pouvoir préparer la vidéo pour ceux qui ne sont pas là. Et ils peuvent, si vous passez le message et que d'autres gens sont intéressés à pouvoir écouter, n'hésitez pas à envoyer un courriel au secrétariat et puis on va les envoyer la vidéo. Déjà dans notre infolettre, on va pouvoir le mettre d'ici le mois prochain. Et sur ce, merci Maître, merci à tous les participants, à tous nos chers membres. C'est toujours un plaisir de partager de l'information pour qu'on puisse suffisamment outiller, suffisamment éduquer afin de pouvoir nous épanouir dans notre vie au quotidien. Allez, merci et bonne soirée. Merci à tout le monde pour être venu à la rencontre, ça m'a fait plaisir.